Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour cette émission donc du délit d'opinion. Je suis comme d'habitude avec ce bon vieux Charles qui n'a pas fait l'erreur comme la semaine dernière de mettre son blouson. Du coup, on a tous les deux surcompensé. Là, on est vraiment au max de la classe. Du coup, j'espère que vous allez apprécier l'esthétique. Donc, on commence d'emblée avec un sujet franco-international. Avec le décès du militaire Maxime Blasco. Donc j'ai une question pour vous et je sais pas si je vous l'avais déjà posé auparavant sur donc le Mali et la politique étrangère de la France. Faut-il partir du Mali ou pas? Alors le Mali, c'est une question difficile. J'avais reçu ici Lugan, qui m'avait expliqué ça, et c'était très bien pour ceux qui se posent des questions là-dessus. Ils peuvent aller sur cette émission, mais je vais essayer de résumer ce qu'il avait dit, qui était intéressant. Donc, ce qu'il disait, c'est que dans le fond, au Mali, il y avait deux populations. Il y avait les hommes bleus, les Touaregs, là-bas, et puis il y avait les paysans qui sont des nomades, hein. Et puis il y avait les paysans qui étaient là, les Touaregs sont des Arabes, et là, c'était des d'Afrique, et donc ils étaient noirs. Enfin, c'est pas du tout les mêmes populations. Et depuis toujours, les nomades font des razzias sur les paysans, quoi. C'est un vieux classique, hein, et ils ont rien en commun. Et on a essayé de faire de ça un pays pendant la colonisation, mais en fait, ils ont rien en commun. Et la difficulté, c'est que on n'a pas de solution, parce que ils vont pas, le premier groupe ou le deuxième groupe vont pas changer leur façon de vivre depuis toujours. Et donc on sait pas très bien comment faire. Donc on a aidé les uns, on a aidé les autres. Et c'est encore un de ces pays d'Afrique qui est un faux pays. En fait, qui est pas... Oui, comme beaucoup, on a tracé les frontières. Voilà, c'est un peu comme on avait fait au Moyen-Orient avec l'Irak, et puis la Syrie, puis la Palestine, etc. Bon, ça c'est Et maintenant, on se retrouve avec une structure qui n'a pas de raison d'être, cet État malien. Mais géographiquement, le Mali est très important, parce que c'est un peu un point... Justement, l'Afrique du Nord passe à l'Afrique noire. Et c'est aussi un point où il y a beaucoup de trafic qui se passe, et en particulier de trafic de drogue. Et c'est aussi un point qui est un point de passage obligé de l'immigration de l'Afrique vers l'Europe. Autrefois, il y avait donc un verrou qui était la Libye, qui fermait l'immigration, mais Sarkozy et le Premier ministre anglais ont fait sauter ce verrou en se débarrassant de Kadhafi, avec l'aide des Américains. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec toute une zone de non-droit, en quelque sorte, qui va de la Libye jusqu'au centre de l'Afrique. Et c'est de là d'où viennent tous les dangers, quoi. Une zone de non-droit dans une période où il y a une immigration folle, c'est un peu inquiétant. Alors, est-ce qu'on doit être en Libye? On devrait y être, mais on n'y est plus. Est-ce qu'il faut être au Mali? Mais si on est au Mali, quelque part, il faudrait que ce soit, à la limite, avec un mandat, ça paraît curieux ce que je vais dire, mais un mandat quasiment européen. Mm-hmm. Parce qu'on défend toute l'Europe contre cette invasion africaine, en quelque sorte, cette invasion de population. Mais enfin, si on fait pas ça, ça devient un peu compliqué. Mais en même temps, pourquoi la France serait-elle le seul à le faire? Pourquoi, par exemple, les Allemands n'aident pas? C'est un peu ça. Et puis là, on commence à s'embourber un petit peu au Mali. C'est un peu comme le symptôme des guerres à l'étranger. C'est toutes les guerres qu'on a faites à l'étranger. C'est le Vietnam, c'est l'Afghanistan, c'est tous ces trucs-là. On sait comment ça commence, mais on sait jamais comment les arrêter. C'est ça. Là, depuis quelques années, il y avait une espèce de méfiance populaire au Mali envers l'armée française, qui était soupçonnée de néocolonialisme, etc. Alors maintenant, en revanche, que Emmanuel Macron rapatrie progressivement certaines unités, là c'est le chef d'État malien qui nous reproche de les abandonner. C'est vraiment... Oui, à la tribune des Nations Unies en plus. Oui, c'est ça. Donc on y est,
on est des néocoloniaux, on n'y est plus, on abandonne la terre entière. Bon, c'est un petit peu face je perds. Il y a aussi une autre question, c'est si on y est pour empêcher que l'immigration continue, d'abord, ça marche pas, parce que l'immigration malienne continue massivement, et l'immigration d'Afrique. Et donc, exactement, pourquoi continuer une politique qui ne marche pas? C'est grande question de ces 50, 60 dernières années. Maintenant, la plupart des gens qui nous écoutent vont se dire, mais ça les a pas empêchés de continuer toutes les politiques qui marchaient pas, comme l'Europe, comme l'euro, etc. Donc moi, ça marche plus, ils doublent la mise. Mais il est possible aussi qu'on arrive à une fatigue de l'armée française, parce que l'armée française est quand même très, très petite aujourd'hui, et on peut pas lui demander de continuer à se sacrifier, en fait, pour rien. Oui, on va pas y rester 20 ans quoi, au Mali. Donc il y a bien un moment donné où il faudra partir, quelles que soient les circonstances sur place. Et on peut pas s'empêcher de penser que tous ces jeunes qui sont ici, qui sont maliens, qui sont venus en France, pourquoi ils défendent pas leur pays, quoi? Pourquoi ils sont pas là-bas? Pourquoi on envoie des Français qui ont 20 ans ou 25 ans et c'est pas les jeunes maliens qui y sont? Il y a une vraie question aussi. Si les gens veulent pas se défendre eux-mêmes, pourquoi nous on irait les défendre, quoi? Oui, en 14 et en 39, il n'y avait pas des centaines de milliers de Français qui sont allés en Amérique du Nord demander refuge parce qu'ils se battaient pas pour leur pays. Bon. Question suivante. Alors, on a eu un petit retour médiatique en 2 temps de Nicolas Sarkozy cette semaine. Pas un retour politique, mais donc un retour médiatique. Il était chez comment s'appelle-t-elle, Laurence Ferrari l'autre jour sur CNews. Et alors il déplorait la réécriture de l'histoire et la repentance occidentale. Et alors là, je me suis dit, c'est dommage que ce grand homme d'État n'ait jamais été élu président de la République. Oui, c'est vrai, c'est dommage. Hein. Il aurait peut-être laissé. On n'aurait pas eu la Constitution européenne, par exemple, ou avec le traité de Lisbonne. On serait peut-être resté en dehors du commandement militaire unifié de l'OTAN s'il avait été. Enfin bref. C'est toujours quelque chose qui m'a surpris avec les politiciens une fois qu'ils sont battus, c'est à quel point ils ont d'excellentes idées. C'est dingue, hein. C'est dingue. Quand ils y sont, ils font tout le contraire. Et puis dès qu'ils sont battus, ils ont une espèce de chemin de Damas où d'un seul coup, ils voient très bien tout ce qu'il faudrait faire. Et ils ont une lucidité d'un seul coup, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et donc, ça veut dire simplement qu'ils manquent de courage. Ça veut dire qu'ils avaient toujours su ce qu'il fallait faire, mais que quand ils étaient au pouvoir, ils l'ont pas fait. Donc, il est urgent qu'ils ne reviennent pas au pouvoir. Oui, ça, je pense que ça va être facile parce que, donc, transition, ce matin a été jugé en appel, je crois, oui, l'affaire Big Malion. Sarkozy a été condamné à 1 an de prison ferme, donc c'était par rapport à des comptes fraude de comptes de campagne pour 2012. Alors là, justice politique ou justice tout court? Je connais pas aussi bien le dossier que je devrais le connaître, parce que s'il fallait connaître tous les dossiers des carabistouilles qu'ont fait les hommes politiques, j'y passerais ma vie. J'ose pas dire que je fais confiance à la justice de mon pays, parce que ça devient un petit peu... Ça fait rire quand on est dans un bar, quoi. Aujourd'hui, on dit je fais confiance à la justice de mon pays, et tout le monde dans le bar s'écroule de rire, quoi. Je crois qu'il y a une majorité de Français qui n'ont pas tellement confiance dans la justice. Oui, ça me paraît évident. Et donc, il me semble difficile qu'il ait pu être condamné s'il n'y avait pas eu quelque chose, quoi. Et il me semble que, d'après ce que je peux savoir du dossier, on a quand même très largement dépassé les limites qui avaient été mises aux dépenses des candidats. Et alors, lui, il dit, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est du schmoll qui était là en dessous de moi, et c'est lui qui a pris cette responsabilité. Moi, j'étais pas au courant. Ouais. D'ailleurs, le Duchemol en question, je crois, a pris 3 ans de prison ferme. 3 ans de prison, pas 3 ans de prison, enfin bon. Donc, voilà, mais s'il a pris 1 an de prison ferme,
je me souviens vaguement de mes études de droit. J'ai le droit de m'en souvenir vaguement, parce que c'était il y a 50 ans quand même, quand j'ai fait du droit en fac. C'est une peine afflictive et infamante, c'est-à-dire qu'il ne peut plus se présenter aux élections. Je crois pas non plus. Enfin, de toute façon, je pense que c'était pas prévu, parce que là, ça devient compliqué pour lui. Hein. Ça devient compliqué. Donc je crois que... il a une brillante carrière d'avocat dans lui, je crois. Ah oui, ça c'est sûr, un cabinet de conseil, etc. Enfin, de toute façon, dans les faits, là, il va pas faire de prison, ça va être, je pense, bracelet électronique, je sais pas pendant combien de temps. Mais enfin bref, j'espère qu'on va pas trop l'entendre donner ses analyses sur tout et n'importe quoi. Et surtout, oui, il me semble que le parti républicain, ex-UMP, ex-UDR, enfin il change de nom, doit sortir de ce culte du chef qu'ils ont et commencer à s'intéresser aux idées. Ce serait pas mal que les républicains prennent un peu leçon de ce qui se passe avec Zemmour, qui n'a pas de parti mais qui a des idées. Eux, ils ont un parti mais ils n'ont pas d'idées. Alors, ce serait peut-être pas mal s'ils se mettaient à dire que les Français attendent peut-être d'eux qu'ils aient des idées sur les solutions qu'il faut apporter aux problèmes. Oui. Jusqu'ici, c'est les fameuses valeurs de la droite et du centre, qui sont en réalité les valeurs du centre, donc à peu près d'Emmanuel Macron, qu'ils n'osent jamais définir eux-mêmes. Et en revanche, ils disent que Zemmour n'est pas républicain, sans dire pourquoi. Enfin bref, ça me paraît un petit peu bizarre. Tout ça est curieux. Et donc, on va y venir justement. Il y a eu le congrès samedi donc des Républicains pour savoir s'ils allaient faire une primaire ou pas. Il n'y aura donc pas de primaire, comme je l'avais dit. Je ne sais plus si j'avais dit dans cette émission ou dans celle d'après, la semaine dernière. Il y aura donc un congrès fermé où les cadres du parti vont désigner eux-mêmes donc le candidat qui aura l'étiquette Les Républicains. Et ça aura lieu le 4 décembre. Ce qui me paraît un petit peu loin, surtout au vu de la dynamique Zemmour. Alors, donc, dans un premier temps... Ils auraient dû faire ça le 2 décembre, c'était le jour d'austérité. Oui, à mon avis, ils auraient dû surtout le faire en octobre rapidement, avant que Zemmour se présente, parce que là, ça me paraît pas top pour eux. Donc, première question, qui pensez-vous va avoir l'étiquette Les Républicains, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ou peut-être... Xavier Bertrand, mais ils sont plus dans le parti Pécresse, ils sont sortis, non ? Ils font partie du Congrès ? Ils font partie du Congrès, oui. Tout en étant pas... Et alors comment ils ont été sélectionnés ? Parce que si on fait rentrer des gens qui ne sont pas du parti comme candidats, peut-être Zemmour pourrait se présenter au Parti Républicain, non ? Et oui, en théorie, sauf qu'ils ont fait exprès de mettre dans les règles du Congrès une clause anti-Zemmour, c'est-à-dire une clause pour ceux qui ne correspondent pas aux valeurs de la droite et du centre. Et donc, ils visaient directement d'un côté Zemmour et de l'autre côté Édouard Philippe, même si, bon, Édouard Philippe, il n'avait pas l'intention de se présenter, je crois. Édouard Philippe, il représente pas les valeurs de la droite. Ah non, parce qu'il a servi Macron. C'est ça. Ah oui. Donc, quiconque sert le président de la République a été élu, même si on peut avoir des doutes sur la façon dont cette élection a eu lieu, il n'est pas républicain. C'est ça. C'est une idée intéressante pour des gaullistes. C'est une idée intéressante, oui. Surtout que eux ont sensiblement les mêmes idées. Je veux dire, Édouard Philippe, je pense, n'a pas trahi son jupéisme traditionnel en servant Emmanuel Macron. Je trouve qu'il était dans la même ligne idéologique. Du coup, je vois pas en quoi il trahit les valeurs de la droite et du centre. C'est vraiment... alors, attendez, là, c'est à moi de vous poser une question, vous qui êtes jeune et qui êtes compétent. C'est quoi les valeurs de la droite républicaine ? Justement, c'est un grand mystère. C'est un grand mystère et je pense que la semaine prochaine, je vais recevoir Elie Reva, qui est le président des Jeunes avec Bertrand. Je vais essayer d'avoir... Il y a des Jeunes avec Bertrand ? Oui, ils sont combien, 2 ou 3 ? Il paraît qu'ils sont 22. J'ai regardé le canal Telegram de Xavier Bertrand, il y a 22 personnes dessus. Il y en a plus de 13 000 chez Éric Zemmour, en revanche. Donc je sais pas exactement combien ils sont. Apparemment, selon lui, ils sont beaucoup. Je ne sais pas où commence beaucoup. Cependant, je vais essayer d'avoir aussi les Jeunes avec Pécresse. Il y a aussi des Jeunes avec Pécresse.
Il paraît. À mon avis, il y en a plus avec Pécresse qu'avec Bertrand. Mais je vais essayer de mettre tout ça au clair, parce qu'à chaque fois, on parle des grandes valeurs de la droite et du centre. On parle d'être connecté aux demandes des Français sans jamais dire de quoi il s'agit en réalité. Et comment on est connecté ? Je sais pas. Il est vrai qu'ils ont pas mal d'élus régionaux. Enfin, ils ont des élus. Justement, dans la banlieue régionale, c'est un parti qui a des élus. Mais du coup, c'est un parti qui ressemble beaucoup dans sa chute au Parti radical de gauche, qui avait été pendant un temps un parti d'opinion, qui représentait plus de 15% de l'électorat, même voire 20% au début du XXe siècle, et puis progressivement ils sont qui est devenus devenu de gauche après, parce que au début il y a eu le Parti radical. Oui, absolument. Et puis ensuite ils se sont séparés parce qu'il y a eu des radicaux qui sont allés avec De Gaulle, puis il y a eu des radicaux qui sont devenus avec Mitterrand, et donc il y a eu les radicaux, dont c'est parti, je crois, Servan Schreiber, enfin j'en sais rien. Et puis de l'autre côté, il y avait les radicaux de gauche, qui étaient la Dépêche du Midi, allez. Et donc là, il y avait déjà eu une scission, et c'était une scission à l'époque dans une cabine téléphonique. Enfin, il devait être évidemment. Il devait être 6 ou 7, quoi. Oui, en même temps, l'horizon politique du Parti radical, c'était un petit peu la laïcité à la française. Or, une fois qu'il y avait eu la loi de 1905, c'était un petit peu compliqué de tenir politiquement avec un seul pilier idéologique. Qui avait en plus déjà été mis en place. Et dans ses mémoires, De Gaulle avait une phrase absolument terrible. Le patron du Parti radical dans la Troisième République, c'était un gars qui s'appelait Herriot. Édouard Herriot. Édouard Herriot, qui était maire de Lyon, enfin qui était normal sup, un type brillant. Et De Gaulle reçoit tous les chefs en 1945, donc après la guerre, après l'armistice. Et il reçoit Herriot, et il lui dit « J'ai reçu monsieur Herriot », enfin c'est de mémoire, hein. Je lui parlais de la France, il me parla du Parti radical. Ça m'étonne pas du tout. Ouais, c'est un parti de notables centristes qui a donc, pendant tout le XXe siècle, servi uniquement à mettre des gens en place dans des mairies, dans des conseils municipaux, départementaux, régionaux. Mais à l'échelle nationale, il n'y avait pas vraiment d'élan populaire, et ça servait pas à grand chose. C'était un peu comme le MoDem, quoi, le parti de Bayrou, c'était un petit peu. Et c'était un chose. Parti quand même qui était très étroitement lié à tout ce qui était franc-maçonnerie. Ah oui, ça c'était le cœur de la franc-maçonnerie, ça a été le Parti radical pendant longtemps. Ça aide justement pour avoir des postes quelque part. Donc c'était un parti qui était, en effet, donc. Attendez, j'essaie de réfléchir parce que je ne sais pas ce que. Oui, on parlait des Républicains, on disait du coup que les Républicains ressemblaient de plus en plus à la fin du Parti radical. Du coup, je pense que comme le Parti socialiste d'ailleurs, ce sont des partis, à mon avis, qui vont quand même continuer d'exister pendant peut-être 20-30 ans, mais qui vont faire des scores intéressants uniquement aux élections locales, donc municipales et régionales. Et en revanche, parce que les autres vont pas voter. Parce que les autres vont pas voter et parce qu'il y a une prime à celui qui est déjà en poste. Donc fatalement, ça va rester comme ça. Mais au scrutin à l'échelle nationale, je les vois mal revenir au pouvoir. Donc là, la fameuse droite de gouvernement, je pense qu'elle est complètement morte. Et donc, vous pensez que c'est Bertrand qui va être désigné ? J'espère que non. Ah oui, mais parce que j'ai passé... je connais pas la personne, mais enfin, il a été ministre... Il n'a pas été ministre des hôpitaux, de la Sécu, ou je sais pas quoi, du travail, je sais plus quoi. Enfin bref, il a été ministre, il s'est pas terriblement illustré, si. Enfin, il a pas laissé. Non, quand même, disons les choses, il a le charisme d'une huître et d'un conseiller adjoint de chez AXA, quoi. Voilà, c'est ça. Mais ce qu'il est d'ailleurs. Ce qu'il est un petit peu. Il est agent d'assurance. Ouais. Il me fait penser de façon irrésistible, vous savez, à Séraphin Lampion. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, ça me dit rien. Si ça vous dit rien, vous n'êtes pas un bon lecteur de bande dessinée, parce que dans Tintin, il y a quand ils sont dans le château de Beaulazare, il y a un type qui s'appelle Séraphin Lampion qui vient toujours vendre des assurances au capitaine Haddock. Ça dit quelque chose, ouais. Voilà, c'est Séraphin Lampion, c'est l'agent d'assurance, et en plus il lui ressemble physiquement, je trouve que c'est... donc pour moi, si on met Séraphin Lampion président de la République française, vous savez, je crois qu'on aime bien mettre au pouvoir des accidents de l'histoire. Je veux dire, François Hollande aussi, pareil, c'est un petit peu la même carrure, donc... oui, mais François Hollande, nous avait préparé des SK dans un fauteuil, et puis il est allé faire l'andouille à New York.
Mais sinon, on n'aurait jamais eu Hollande, quoi. C'est sûr. Bah, c'est pour ça que c'est un accident de l'histoire. Et Bertrand ressemble beaucoup à un accident de l'histoire aussi. Et pour une raison qui n'a rien à voir avec tout ça, j'étais dans un hôtel à Val d'Isère avec certains de mes petits-enfants il y a 4-5 ans, et Bertrand était dans l'hôtel. Il n'est pas agréable du tout, quoi. Paraît-il qu'il est absolument imblairable, ouais. Il est pas agréable du tout, et tout le personnel le détestait avec beaucoup de... Il n'était pas sympa du tout avec les gens qui servaient dans l'hôtel, quoi. Voilà, bref, ça c'est une opinion personnelle, et je la partage, comme on dit, mais voir Bertrand à la tête de la France... Je dis, ce serait un petit peu la suite logique de ce qu'on a eu jusque-là, mais il serait temps de se la redresser descente aux enfers continuerait, quoi. Ouais. C'est-à-dire que ce serait effrayant. Il serait capable de faire pire que Macron, lui. Ah, il n'y a pas le moindre doute, ça, c'est ça. Vous n'imaginez pas Bertrand en charge du feu nucléaire. Oui, ce que je veux dire, c'est à vrai dire, j'imagine pas Bertrand en charge de quoi que ce soit. Non, moi non plus. Mais j'imaginais pas non plus Hollande en charge du feu nucléaire. Mais enfin, vous voyez, le feu nucléaire, c'est la possibilité d'envoyer la bombe sur quelqu'un, quoi. Mais Bertrand, c'est un peu comme Raffarin, quoi. Sauf que Raffarin était rigolo de temps en temps. Oui, au moins il avait ce côté-là, et puis au moins il était pas président de la République, quoi. Non, il était juste Premier ministre. Mais ouais, du coup, si je réussis à l'avoir, je demanderai au président. Alors il y a lui qui va se présenter, il va y avoir Ciotti, non? Oui, il y a Ciotti, il y a comment s'appelle-t-il, Michel Barnier, qui d'ailleurs, Michel. Alors lui aussi, il propose de suspendre totalement l'immigration pendant 5 ans, mais lui, il est toujours républicain, il est toujours dans les valeurs de la droite et du centre. J'avoue que j'ai du mal à comprendre parce que c'est sensiblement ce que propose Éric Zemmour aussi. Mais lui, apparemment, il est dans le camp de l'extrême droite. Donc je sais pas trop où situe le curseur de l'acceptable. Mais bon. Donc en trio de tête, on a Bertrand, Barnier et Pécresse. De Gaulle doit se retourner dans sa tombe, si c'est ça le parti gaulliste. Oui. Il paraît que c'est ça le parti gaulliste. Mais alors du coup, celui qui veut vraiment faire renaître de ses cendres le vrai parti gaulliste, c'est Éric Zemmour. Et alors la semaine dernière, on avait parlé du débat Mélenchon qui donc avait lieu le jour où on avait tourné l'émission. Et du coup, aujourd'hui, on est une semaine après. Vous avez regardé ce débat ? Alors, il s'est passé un phénomène curieux. J'attendais ce débat avec beaucoup d'impatience. Je me suis assis devant mon écran de télévision. Je regarde pour ainsi dire jamais la télévision, sauf quand il y a un match de rugby, bien entendu, mais surtout de Biarritz. Mais je regarde jamais la télévision. Et j'ai regardé pendant 5 ou 10 minutes, et puis j'ai éteint. Et pourquoi j'ai éteint ? Parce que je voyais Mélenchon qui devait débattre avec Zemmour, et il se passait 2 choses. Un, il n'acceptait pas la personne de Zemmour, puisqu'il disait qu'il était un raciste. C'est difficile de débattre avec quelqu'un en disant qu'il est irrecevable, vous voyez ce que je veux dire, dans sa personne. Bon, ça, c'était la première des choses. Et ensuite, la deuxième, c'était de dire qu'on n'avait pas de problème d'immigration en France, disait Zemmour. Donc, si vous voulez, je me disais, mais de quoi vont-ils débattre ? Puisque Mélenchon refuse la personne et refuse la réalité de la discussion. Donc je me suis dit, mais de quoi vont-ils débattre ? J'ai éteint et j'ai été lire un livre. Alors, la première partie était, je pense, la plus intéressante. C'était sur les sujets de prédilection de Zemmour. C'était sur l'immigration et sur l'insécurité. Ensuite, ils ont parlé plus de social. Il y a une relation entre les deux, vous croyez ? Ah oui. Ah oui, vous croyez ? Oui, je pense. Vous n'êtes pas dans les valeurs de républicaine ? Non, je suis pas dans les valeurs de la droite et du centre. Ah bon, parce que de la droite centriste. Là, vous paraissez faire une relation entre les deux, oui, qui me paraît douteuse. J'ose faire un lien un petit peu hasardeux entre les deux. Et c'est bizarre, hein, mais c'est comme ça, je fais le lien. Je pense que j'ai tort, mais bon. Du coup, moi, je pense que... Alors, Mélenchon était un petit peu tendu. Ça s'est vu déjà au début et ça s'est vu à la fin. Du coup, vous avez pas vu la fin, mais un des journalistes de BFM va avec sa caméra vers Jean-Luc Mélenchon. Vous pouvez lui demander comment il a ressenti le débat. Et alors Mélenchon lui parle juste 10 secondes en lui disant écoutez, je suis complètement en sueur.
Je vous reparle plus tard, quoi. Et puis ensuite, ils vont voir Zemmour en lui disant, bah alors, comment avez-vous vécu le débat? Et Zemmour arrive tout content. Oh bah écoutez, c'était sympathique. Il est encore tout frais, il était encore prêt pour 3 heures. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant sur la manière partie, dont Zemmour, des petits nerveux infatigables, vous savez. Ouais, encore pire que Sarkozy, peut-être. Du coup, je pense que Zemmour a plutôt gagné le débat globalement, que ce soit sur le fond ou dans l'attitude. Même, il est arrivé sans aucune note, alors que Mélenchon était là et il prenait des notes à certains moments, etc. En revanche, je pense que globalement, les deux ont gagné quand même parce que quelques jours après, il y a un sondage donc, qui est sorti, un sondage Harris Interactive, qui donnait Mélenchon à 13%, c'est son plus haut score depuis assez longtemps dans les sondages. Donc il prend le leadership de la gauche, comme en 2017. Et de son côté, Zemmour est aussi monté à 13. Alors la semaine dernière, on s'étonnait déjà qu'il était monté à 11. La vidéo est sortie hier. Du coup, aujourd'hui, on peut peut-être dire déjà qu'il est à 15-16 pour le moment où la vidéo sortira. Et alors Marine fait le mouvement dans l'autre sens ? Absolument. On voit dans les courbes qu'elles font absolument le mouvement inverse. Marine est passée en très peu de temps, en quelques semaines, de 26 points environ à 16. Ce qui est quand même son score le plus bas dans un sondage depuis 2012. Donc c'est comme si elle devait recommencer quasiment toute sa carrière politique. C'est absolument fabuleux. Et Zemmour, lui, donc monte à 13, voire même à 14 dans l'hypothèse où c'est Michel Barnier qui représente les Républicains. Donc il a vraiment une montée absolument vertigineuse. Et j'avais regardé toutes les courbes des sondages des élections présidentielles depuis 1995. Et à aucun moment je vois une croissance telle. À aucun moment. J'ai jamais vu ça. On en a discuté un petit peu ici de Zemmour, et ce que j'essaye toujours de dire aux gens, c'est en dehors de ces deux qualités qu'il aime la France et qu'il a du courage, il y en a une troisième qui me semble évidente, c'est qu'il a une longueur d'onde, c'est-à-dire quelque part, je crois que les électeurs sont un peu comme une radio, ils essaient d'attraper les longueurs d'onde et lui, il y a quelque chose à attraper, alors que tous les autres, il n'y a rien, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, pour revenir sur le débat Mélenchon-Zemmour, il y avait 4 millions de personnes qui ont regardé le débat. Oui. Au même moment, personne n'en parle, mais sur France 2, il y a Valérie Pécresse qui fait son interview politique chez Léa Salamé et Thomas Soto. Donc c'est censé être la grosse émission politique du soir en perspective de 2022. Et là, il y avait que 1 million de téléspectateurs qui ont regardé Valérie Pécresse. Valérie Pécresse qui d'ailleurs en a marre qu'on lui parle tout le temps d'Éric Zemmour, parce que même dans cette émission-là, on lui en a parlé. C'est-à-dire que même quand il n'est pas sur un plateau, on en parle. C'est lui qui a l'air d'imposer en quelque sorte l'ordre du jour, quoi. Totalement. Là, j'ai l'impression que depuis 3 semaines, sur toutes les chaînes d'infos, on parle de 3 choses. Zemmour, immigration, grand remplacement. Donc c'est sensiblement les 3 qui se rejoignent quand même. Donc je trouve que c'est une opération médiatique de sa part qui est absolument hallucinante, et je pense que c'est peut-être la plus grosse opération médiatique de la droite française depuis très très longtemps. Oui. Donc c'est absolument hallucinant, impressionnant, et il est en train de ringardiser absolument toute la concurrence. Marine Le Pen ne sait plus quoi faire entre se dédiaboliser et essayer d'être encore plus radicale. Donc elle s'étire dans les deux sens. J'ai vu que le président de la République avait donné moins de passeports, je sais plus, à 3 pays, ce qui est à mourir de rire, comme moitié moins pour l'Algérie et le Maroc, et 1/3 de moins pour la Tunisie. Pareil, il prépare une loi pénale pour avoir l'air pour envoyer les gens chez eux. Non, pas pour envoyer les gens chez eux, juste pour faire une micro-peine avant de faire une vraie peine. C'est un truc un petit peu bizarre de Dupond-Moretti, j'ai pas trop compris le projet. Mais donc ils essayent de se réveiller un petit peu. Il y a les présidentielles dans 7 mois, et puis il y a Zemmour qui nous fait une psy-up médiatique absolument hallucinante. Donc il commence à se réveiller, tout le monde commence à se réveiller, Pécresse commence à se réveiller, Bertrand commence à se réveiller, Marine commence à se réveiller, et maintenant Macron commence à se réveiller. Bientôt Hidalgo va se réveiller aussi. Va se réveiller aussi, Hidalgo, mais je crois qu'elle est à 3% ou 4%, je sais plus combien. Ouais, compliqué pour elle. Mais c'est assez rigolo tout ça, ça me rappelle... ça va peut-être infirmer la vieille blague de Coluche, si vous voulez, si les élections servaient à quelque chose. Il y a longtemps qu'il les aurait interdites, mais...
Là, ils pensaient faire des élections à nouveau qui allaient servir à rien. Et puis, pof, il y a un type qui arrive et qui dit des choses qui intéressent les Français. Il y a un mois encore, on était dans la quasi-certitude du duel Macron-Le Pen. Et alors, je sais pas si vous connaissez ça, j'ai découvert ça hier, une plateforme qui s'appelle Hypermind, qui est liée au magazine Le Point, où en gros, des centaines de personnes font des paris avec derrière des récompenses réelles pour essayer de prévoir les événements. Donc ça prend de la valeur au fur et à mesure. Ça s'appelle la bourse. Hein. Oui, c'est le même principe. C'est le même principe que la bourse, mais là c'est pas avec des actions d'obligations d'entreprise. Là c'est avec des événements. Donc qui va sortir du Congrès Les Républicains, qui va mener la gauche, ce genre de choses. Et il y a aussi qui va gagner les élections présidentielles. Alors évidemment, Emmanuel Macron a beaucoup plus de chances que les autres. Il y a 61% des gens qui donc parient sur lui. Et le deuxième, c'est Éric Zemmour, qui arrive dernièrement avec 24% de chances de l'emporter, apparemment, pendant que Marine Le Pen descend à 4 et Bertrand à 3. Donc là, il est en train... Ça me rappelle un peu ce qui s'était passé au moment de l'élection entre Giscard et Mitterrand, où les Français, 7 ou 8 mois avant, on leur demandait qui va gagner. Ils disaient tous Giscard, mais on leur dit très bien. Et deuxième question, qui aimeriez-vous comme vainqueur? Et là, Mitterrand l'a emporté largement sur Giscard. Ce qui veut dire qu'on va peut-être avoir la même chose, c'est-à-dire les gens disent bon je vais être raisonnable. Bon, évidemment, c'est Macron qui va gagner. Il a toute la presse, il a tous les trucs, il est le président sortant. Mais moi, je préférerais que ce soit l'autre, quoi. Mais enfin, je me fais pas d'illusions, ça va pas se passer. Donc, c'est assez rigolo, ça. C'est assez marrant, ça. Ça, c'est intéressant. Parce que ça donne une indication sur, dans le fond, ce que les gens souhaitent. Oui. Et donc, y a énormément de gens qui misent sur Éric Zemmour, même si c'est assez minoritaire par rapport à Emmanuel Macron, c'est quand même celui qui se détache de tout le reste, parce que sinon, du coup, on a Marine Le Pen à 4-5%, Bertrand à 3-4%, évidemment, c'est très fluctuant, parce que ça évolue très vite, et ensuite, on a tout le reste à moins de 1%, donc Mélenchon, Jadot et les autres. Et du coup, j'ai une toute dernière question, qui est une question très générale, parce que avoir des opinions politiques, c'est pas juste avoir un tableau noir avec absolument toutes les questions auxquelles on peut répondre et dire pour, contre, très contre, légèrement contre ou neutre. C'est aussi une hiérarchisation entre toutes ces questions-là. Et du coup, je voulais vous demander quelle est la thématique politique pour vous la plus importante aujourd'hui en France? Moi, je dis la même chose depuis un petit moment, ça fait 2-3 ans qu'on me pose cette question, et je dis, il faut parler aux Français du pays. Il faut leur parler de la France. Le PIB, tout le monde s'en fout. Je dis pas l'emploi, tout le monde s'en fout, c'est pas vrai, il y a tous les pauvres chômeurs et tout, c'est effrayant, mais il faut redonner une âme à ce pays, quoi. On lui a enlevé son âme, et il faut lui redonner une âme. Il faut que quelqu'un parle de ce qu'est la France. Ça paraît idiot, mais la France, c'est pas... J'arrive d'Angleterre où je viens de passer 3 jours, à Londres. C'est un pays, vous voyez ce que je veux dire, et il sait ce qu'il est. Et nous, depuis 30 ou 40 ans, on a essayé de nous expliquer que dans le fond, ce qu'on était, c'était pas bien. Et les Anglais, en votant le Brexit, ont repris en quelque sorte et leur dignité et leur souveraineté. Et je crois qu'il faut simplement redonner aux Français la fierté d'être Français, quoi. Ça paraît idiot, mais c'est pas qu'on n'ait pas fait des bêtises dans l'histoire, hein. Mais il me semble qu'il y a une demande fondamentale que le chef de l'État assume la fierté d'être Français. Or, c'est exactement le contraire qu'a fait Macron. Macron, dès qu'il sortait de France, il commençait à parler des crimes contre l'humanité en Algérie, ou je sais pas quoi. Et vous pouvez pas vous empêcher de penser, mais ce type est un zozo, quoi. C'est pas
Oui, j'ai l'impression que, puisque la fabrique de nos élites à chaque fois passe par l'ENA, mais même au final, quand on passe par la fac ou tout simplement l'éducation nationale, j'ai l'impression que quand on formate son esprit en mode politicien, on zoome sur des questions en se disant c'est quoi les objectifs en tant que politicien, c'est réduire les inégalités, lutter contre le réchauffement climatique, lutter contre le chômage, etc. Et on oublie en fait la partie globale qui est juste s'occuper de son pays, avoir une vision à long terme, essayer de se dire à quoi va ressembler mon pays dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, voire même dans 100 ans. Avant, on disait, je voyais ça dans le débat de 1974 entre Giscard et Mitterrand, les présentateurs disaient que les électeurs allaient être soumis à un choix de société. On parlait de choix de société. Là, on a des petits programmes sur tableau noir de on va réduire 0,2% de tel truc pour augmenter 0,1% d'un autre machin. On s'en fiche, c'est pas ça qui intéresse les Français. Ce qu'on veut, c'est une grande ligne directrice. Oui, une ligne directrice. J'ai vu un jour un truc qui m'avait amusé. C'était vous aviez des mots. Vous avez République, liberté, égalité, des mots comme ça. Et vous les faisiez tourner dans tous les sens sur le tableau. Et vous demandiez à un candidat qui était passé par l'ENA de faire une phrase avec les mots qui sortaient au hasard, si vous voulez. Et c'était les discours que vous aviez toute la journée, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont ce qu'ils appellent des éléments de langage, et que ces éléments de langage, en fait, ils font des bruits qui sont ressentis, pense-t-il, de façon favorable par l'électorat. L'égalité en est un, et des choses comme ça. Mais est-ce que les Français désirent être égaux, à condition qu'ils soient plus égaux que les autres, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, Non, mais ils veulent des trucs gratuits tant qu'on les paye pas par les impôts. Tant que c'est les autres qui les payent. Mais il y a toute une série de choses comme ça. Mais honnêtement, dans l'esprit de la Constitution de la 5e, et Dieu sait que j'aime pas cette Constitution, le président est en charge des intérêts supérieurs de la nation. Ces corneaux de présidents, depuis 3 ou 4 présidents, depuis Sarkozy en particulier, ont essayé de transformer le président en Premier ministre qui s'occupe de l'intendance. Absolument. Et c'est une erreur gigantesque. J'espère que M. Zemmour sera élu. Je ne sais pas s'il le sera, mais ce que je sais, c'est que quand il sera président, il faut surtout qu'il laisse le Premier ministre faire son boulot et que lui, il s'occupe des intérêts supérieurs de la nation. Absolument. Le reste, on s'en fout. Il en avait parlé d'ailleurs dans sa dernière interview sur LCI chez Ruth Elkrief, je ne sais pas si vous l'avez regardé, où justement, alors pour le coup, il citait Édouard Philippe, qui disait que le rôle du président, c'est pas d'être un gestionnaire qui prend 14 000 décisions par jour. Bien sûr que non. C'est d'imposer une ligne, et autour de lui, il y a des gens qui sont beaucoup plus techniciens, qui sont chacun techniques dans leur domaine, qui eux doivent effectivement remplir 14 000 trucs par jour. Mais c'est pas au président de faire ça. Le président n'est pas un gestionnaire, il impulse une ligne directrice et c'est aux autres de faire les petits réglages. Je vais vous raconter une petite histoire que m'a raconté un de mes amis qui avait travaillé pour Reagan, le président américain. Et Reagan avait demandé à ce gars-là, qui était un des très grands ministres américains, de s'occuper de quelque chose. Donc, il arrive quelques jours après, avec un plan. Vous savez ce que lui avait demandé Reagan. Reagan lui dit non, ça me plaît pas. Il revient quelques jours après avec un autre plan. Ça me plaît pas, dit Reagan. 3e fois, ça lui plaisait toujours pas. Et alors, il y a le type qui lui demande, écoutez, monsieur le président, ça fait 3 fois que vous n'êtes pas d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Le type, Reagan le regarde, il dit, vous faites ce que vous voulez, si ça marche pas, je vous vire. C'est ça d'être président. C'est pas d'accepter les détails du plan du mec. Ouais. C'est très drôle. C'est ça, quoi. C'est quand vous êtes président, vous dites, écoutez les gars, traitez-moi le problème de l'immigration. Très bien, donc, mais je veux pas connaître les détails, hein, mais par contre, je veux que le problème soit réglé. Bon, allons-y. Non, mais parce que de la part du gars qui arrive avec un plan pour demander l'approbation, c'est une façon de se défausser. Oui, c'est une façon de dire, c'est pas moi qui en suis responsable. C'est vous qui avez pris la décision d'appliquer ce plan, c'est pas moi.
Non, il y a des moments où il faut dire, bon, je vais le faire, et puis si ça marchait pas, je serais viré, quoi. Ouais. Bon, bah, écoutez, je pense on va finir là-dessus. En plus, je crois qu'on a fait une émission assez longue par rapport à d'habitude. Voilà, vous en avez eu plus pour votre compte. Mais on s'était fait très beau, hein. Donc, vous voyez. Ouais, voilà, on a fait exprès. C'était. On s'est dit, c'était la vraie émission de rentrée. Les deux autres, c'était. Voilà, les autres, ça compte pas. En plus, il y en a une qui avait été supprimée. Enfin, voilà. C'était un beau bordel. Bon, bah, écoutez, merci encore une fois d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. On va jamais cesser de le répéter, mais il faut commenter, il faut mettre un pouce bleu, il faut partager, il faut s'abonner, etc., etc. Regardez les autres vidéos aussi. Je vous remercie donc comme d'habitude et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion avec Charles. À bientôt.